Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents et présentes à cette conférence de presse du collectif des associations unies. Donc moi, c'est Maïdore Olivier, je coordonne le CAU. Pour vous rappeler un peu le fonctionnement de la conférence de presse, on va donner la parole à différents membres du CAU qui vont présenter chacune un sujet, et puis on aura un temps à la fin dédié aux questions-réponses avec les journalistes. Avant de commencer et de laisser la parole aux intervenants, quelques mots sur le CAU. On est un groupe de 40 associations impliquées dans le champ du logement et de l'hébergement, mais aussi on a des associations qui travaillent sur l'accès aux soins, l'accompagnement social. On interpelle régulièrement les pouvoirs publics face aux centaines de milliers de personnes qui sont contraintes de vivre dans des conditions de logement inacceptables ou dans la rue, dans des lieux de vie informels. Mais si on vous a donné rendez-vous aujourd'hui, c'est qu'on considère que la situation actuelle, elle est assez inquiétante et assez grave. On y reviendra tout au long de la conférence de presse, mais on a un cumul d'indicateurs très négatifs. On est à un des plus hauts niveaux de demandes non pourvues au 115, une production de HLM qui s'effondre liée aux multiples coupes budgétaires qu'il y a eu, un niveau historique d'expulsion locative, donc 17 500 en 2022. Et quelle est la réponse qui est apportée par l'État? Pour l'instant, c'est plutôt des coupes budgétaires, puisqu'on a des places d'hébergement d'urgence qui ferment partout en France, sans perspective d'amélioration de l'accès au logement. Les SAS de desserrement de l'Île-de-France qui peinent à fonctionner. On y reviendra aussi avec des effets assez inquiétants et davantage de répression des mal logés. On pense ici à la loi Kasbarian, dite anti-squat, qui a été promulguée qui a été voté en juin. Voilà, on a aussi des remontées de femmes victimes de violences à qui on demande de quitter leur hébergement. Voilà, donc on est assez inquiet et on voulait du coup prendre ce temps pour revenir un peu plus en détail sur ce qui se passe et la situation actuelle. Merci aux intervenants. Je vais les présenter rapidement. Nos porte-parole du CAU, Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, qui commencera à intervenir. Nathalie Latour, directrice générale de la Fédération des acteurs de la solidarité. On donnera la parole ensuite à Bruno Morel, qui est président de la Fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France, qui nous parlera notamment de l'amont des SAS de desserrement de l'Île-de-France. Ensuite, on donnera la parole à Lydie Carlouilloc, qui est déléguée du Secours catholique Ariège-Garonne, donc où il y a un SAS de desserrement, et qui nous donnera un peu des retours de comment ça se passe à l'arrivée des personnes, comment se passe le déploiement des SAS en région. Ensuite, on donnera la parole à Anthony Hickney, qui est délégué général du collectif national Droits de l'Homme Rome Europe, et Elsa Delval, coprésidente de l'association Lien Écoute Accompagnement, qui nous parleront des expulsions de lieux de vie informels, avec un zoom notamment sur Lyon, où un campement vient d'être expulsé, mais d'ailleurs pas que à Lyon, parce qu'on a eu aussi des remontées plus récentes de Lille, on y reviendra. Et enfin, Nicolas Van Van Fie, qui est chargé de mission à l'espace Solidarité Habitat, qui nous parlera de l'état, de ce qu'il constate sur le terrain, sur les expulsions locatives et les inquiétudes qu'on partage toutes et tous sur les effets de la loi Kasbarian. Et ensuite, on aura un temps de questions-réponses avec vous. Merci. Je laisse la parole tout de suite à Manuel Domergue. Merci Maïder, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de commencer par planter le décor inquiétant du point de vue du logement, à notre sens, avant de donner la parole sur des sujets plus spécifiques. Vous connaissez évidemment le contexte de tension très forte que traverse notre pays. Du point de vue social, c'est une tension qui existe depuis très longtemps et puis qui s'est renforcée avec des épisodes sanitaires pendant la crise Covid et puis qui a été relayée par une période d'inflation qui a des effets très inquiétants sur le secteur du logement et sur les mal logés. Et donc, on a plutôt des indicateurs très négatifs. Maïder a commencé à en égrener quelques-uns. Il y a un contexte de crise générale avec des salaires réels, une fois déduit de l'inflation, qui sont plutôt orientés à la baisse.
avec des restrictions sur le budget des ménages modestes, notamment sur l'alimentation, puisque c'est un des secteurs où l'inflation est la plus dure et la plus douloureuse pour les ménages. On voit des impayés de loyers et de charges qui augmentent, d'après tous les indicateurs qui sont à notre disposition, qui viennent du mouvement HLM, du mouvement des logements accompagnés, des impayés de charges dans les copropriétés, des ADIL sur un peu partout dans le territoire. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous inquiète. Et puis, au-delà des situations sociales, il y a la situation du monde de l'immobilier qui est en crise extrêmement forte, avec une chute depuis quelques années de la production de logements. Et on sait bien que c'est la toile de fond sur laquelle se dessine la crise du logement, la pénurie de logements. Et au lieu de commencer à y répondre, on a l'impression que le secteur est en train plutôt de la creuser avec une production qui a baissé de 50 000 logements produits par an par rapport à l'an dernier, où on tombe à 330 000 logements mis en chantier chaque année et les perspectives sont très négatives et ça a été, la sonnette d'alarme a été tirée par tous les acteurs du logement. Il y a un contexte difficile qui n'est pas la faute du gouvernement, c'est contexte d'inflation, contexte de pénurie de main-d'œuvre, de matériaux, pénurie de foncier, qui fait que c'est compliqué de produire des logements qui sont accessibles pour les ménages modestes, alors qu'on a des besoins qui ne se démentent pas. On connaît la crise du logement et on connaît la démographie plutôt dynamique qui est à l'œuvre en France pendant encore 10 ou 20 ans. Et donc, si on n'a pas une réaction assez forte, la pénurie se creuse et la bombe du logement, la bombe à retardement dont parle le ministre Olivier Klein du logement lui-même, en fait, explose petit à petit. Elle ne va pas exploser du jour au lendemain. Elle est déjà là et elle tend à se renforcer. Et donc, par rapport à ces tensions qu'on connaît dans le monde du logement, dans les grandes métropoles, et qu'on voit se développer de plus en plus dans des nouvelles zones tendues, en grande périphérie des métropoles, sur l'arc atlantique, au Pays Basque, en Bretagne, etc., il y a eu un moment où on a cru pouvoir changer un peu de braquet. C'était avec le CNR Logement, le Conseil national de la refondation, qui a été un peu imposé au président Macron. Ce thème du CNR n'était pas dans le CNR initial, mais tous les acteurs voyant cette catastrophe se profiler se sont mis ensemble pour le réclamer, l'ont obtenu, ont travaillé pendant des mois et des mois et ont abouti à des propositions assez consensuelles, y compris entre les agents immobiliers, la Fondation Abbé Pierre, la FAS, les promoteurs, etc., pour que l'État intervienne davantage pour réorienter un marché du logement qui ne parvient pas à répondre aux besoins. Et à notre grande déception, et une déception assez unanime, il y a eu très peu de résultats qui sont annoncés, et donc cette bombe à retardement est plutôt amenée à exploser sous nos yeux si rien n'est fait, mais il y a eu une occasion qui a été une occasion un peu ratée. Pour revenir un peu dans le détail sur ce qui a été annoncé ou pas annoncé, il y a eu dans le cadre du CNR Logement, l'annonce qu'on allait renforcer Visal, la garantie, la caution publique pour accéder au logement pour les locataires en difficulté, mais sans vraie précision sur en quoi elle monterait en puissance. En revanche, sur tous les grands sujets sur lesquels il y avait un consensus, rien n'a été annoncé. Je pense notamment à la question de l'encadrement des marchés, encadrement des loyers, rien n'est annoncé. Encadrement d'Airbnb, encore une fois reporté, alors que ça a des effets assez négatifs sur la concurrence avec des locations à l'année pour loger des habitants à l'année au profit de touristes. Rien non plus sur la régulation du foncier, alors que là aussi, tout le monde dit que c'est le nerf de la guerre, mais rien n'a été annoncé ni même commencé sur ce sujet-là. Aucune non plus annonce pour renforcer les OFS, les organismes du foncier solidaire, pour mobiliser du foncier, le sortir de la spéculation. Donc là, on est vraiment sur les sujets structurels qui ne vont pas bouger, sauf surprise, dans les mois et les années qui viennent. Au contraire, les coupes budgétaires qui sont subies par le monde du logement depuis 2017, et je pense notamment aux 4 milliards d'euros chaque année de coupes sur les APL, ont été plutôt renforcées avec 2 milliards de coupes supplémentaires. C'était ça l'annonce issue du CNR, et ça a évidemment surpris et choqué beaucoup de monde, avec le produit, le Pinel, qui produit des logements intermédiaires, et puis le PTZ, le prêt à taux zéro, qui seront supprimés et rognés dans les années qui viennent. Donc, ce n'étaient pas forcément les meilleurs outils, mais enfin, en tout cas, ils auraient pu être réorientés pour produire du logement réellement abordable avec des contreparties environnementales. Ce n'est pas ça du tout qu'il a emporté. Ce qu'il a emporté, c'est une vision purement budgétaire qui gouverne depuis 2017 au détriment du logement. Également, rien du tout, et c'est ça qui est peut-être le plus inquiétant pour le logement social, qui s'écroule, le logement social, avec des coupes budgétaires de 1,3 milliard par an depuis 2017, une hausse de la TVA, et sans surprise, une baisse de la production. On va être en 2023 la 4e année consécutive en dessous de 100 000 logements sociaux programmés.
alors qu'on était à 124 000 en 2016, en début du quinquennat précédent. Ça a des répercussions parce qu'il y a 2,4 millions de ménages qui sont en attente de logement social aujourd'hui en France, essentiellement des ménages très modestes. Et pour se rendre compte de l'augmentation du nombre de ménages, de cette file d'attente, c'est 500 000 de plus qu'au début du premier quinquennat Macron. 500 000 familles, ménages supplémentaires. Ça veut dire en moyenne, pour tous ces ménages, 1 an d'attente supplémentaire pour accéder au logement social. C'est quelque chose d'assez dramatique et il faudrait en prendre conscience. On voit aussi dans les bilans de la loi SRU, qui impose des 20 à 25% de logements sociaux par commune, que là, ces 3 dernières années, l'immense majorité des communes n'ont pas réussi à atteindre cet objectif, même certaines qui, bon an, mal an, y arrivaient, comme la ville de Marseille, depuis 3 ans, a fait un tiers de son objectif. Et là, on est face à maintenant 700 à 800 communes qui n'ont pas pu atteindre ou pas voulu, mais en tout cas, le contexte de coupes budgétaires sur les HLM a beaucoup contribué à cet échec-là. Et à l'inverse, les seules annonces positives qui ont été annoncées par Elisabeth Borne lors du CNR Logement, c'est d'investir dans le logement intermédiaire. Donc, c'est du logement qui est plus cher que le logement social, qui est un peu moins cher que le marché. Et ce n'est pas qu'un peu, puisqu'il y a 47 000 logements qui vont être rachetés à des promoteurs privés, essentiellement pour faire de l'intermédiaire, et donc pour des ménages qui sont plutôt des cadres dans les grandes villes, qui vont, et donc c'est bien pour eux, peut-être profiter du logement intermédiaire, mais si ça se fait au détriment de la production de logement social, c'est-à-dire là où s'exprime la demande sociale très majoritairement, évidemment, ce sont des politiques négatives. Alors on peut, et on va peut-être se réjouir dans quelques semaines d'annonces sur la rénovation énergétique. C'est quelque chose qui a été beaucoup porté par le CNR Logement sans réelles annonces, mais ça a été reporté dans le cadre de la planification écologique. Ça devait être dévoilé avant-hier, ça a été reporté. Donc on verra, mais peut-être qu'il y aura quand même des choses positives, mais il ne faudrait pas que cette politique d'accroissement de la rénovation se fasse au détriment d'une politique de construction, de production de logements neufs, parce que la France en a besoin, avec plus que seulement 300 ou 350 000 logements par an, comme on a fait ces dernières années, mais plutôt autour de 400 000, et surtout des logements qui soient accessibles. Par rapport à cette grande déception du CNR, il y avait une sorte de séance de rattrapage possible et qui concerne plus nos associations du CAU, avec le deuxième plan Logement d'abord pour la période 2022-2027. C'était le 20 juin. Mais là aussi, alors on a été soulagé évidemment qu'il y ait un plan au Logement d'abord 2, mais c'était dans les cartons depuis longtemps, suite au premier qui avait été annoncé en 2018 et qui était intéressant. Mais c'est un plan qui est peu doté, qui est peu ambitieux et qui est essentiellement dans la continuité du précédent. Donc, ce n'est pas négatif dans le sens où nous, on avait plutôt tous ici porté et proposé ce plan Logement d'abord, sauf que le plan Logement d'abord, c'était faire de l'intermédiation locative, faire un peu plus de pensions de famille, accompagner davantage des ménages de la rue directement autant que possible vers le logement. Ça apportait des effets intéressants, mais force est de constater qu'ils étaient totalement insuffisants par rapport au flux de personnes qui perdent leur logement. Si bien qu'il y a eu plus de personnes qui ont accédé au logement, c'est le bilan du plan quinquennal précédent Logement d'abord, mais il y a aussi plus de sans-domicile. On est à 330 000 personnes sans domicile à la rue ou en hébergement aujourd'hui, et c'est plus du double de ce qu'on a connu il y a 10 ans. Donc on voit bien que la politique positive du Logement d'abord 1 n'est pas de nature à inverser ce flux. Et ce qu'on connaît dans ce qu'on nous a annoncé pour Logement d'abord 2, c'est la continuité avec des montants assez faibles supplémentaires, qui sont essentiellement les 44 millions d'euros qu'on a obtenus en 2023, et puis vont s'y ajouter chaque année 29 millions d'euros supplémentaires, mais sur une politique qui est grosso modo autour de 700 millions, on voit que c'est une hausse qui est assez faible à la marge dans un contexte d'inflation qui renchérit beaucoup les coûts pour ici tous les acteurs associatifs. Donc on n'est pas du tout à l'échelle. Et puis le contexte est compliqué parce que il y a certes des petites actions positives, des expériences qui sont toujours bonnes à prendre et qui portent des fruits et que nous souvent ici on accompagne, mais il n'y a rien par exemple dans ce plan Logement d'abord 2 ni dans le CNR d'objectif sur la production de logements très sociaux. Dans le plan Logement d'abord précédent, il y avait l'objectif d'avoir 40 000 logements très sociaux, des PLAI. C'était insuffisant. Nous, ici, on en demande 60 000. Ça n'a pas été atteint. On a stagné à 30 à 32 000 chaque année depuis 5 ans. Mais là, il n'y a même plus cet objectif. Et on sait bien que les subventions publiques pour faire du logement très social émanent en grande partie d'Action Logement. Et Action Logement, dans le cadre de la négociation avec l'État, ne financera plus les aides au logement social, les aides à la pierre, à partir de 2025. Et donc, on a une immense interrogation. Et cette chute du logement social en général pourrait s'accompagner dans les années qui viennent, si rien n'est fait, par une chute accrue sur le logement très social. Donc, vous voyez, ce tableau général est quand même très inquiétant. Et tout ce qui n'est pas fait, tout ce qui est mal fait, tout ce qui est fait avec retard sur le volet du logement va se payer dans les années qui viennent dans le secteur de l'hébergement, dans les bidonvilles, en termes d'expulsion locative. Merci Manuel.
Très bonne transition pour te laisser la parole à Nathalie Latour qui va nous parler de l'hébergement d'urgence. Merci Maïder. Et oui, effectivement, au regard des éléments qu'a transmis Manuel sur l'absence d'ambition sur la question du logement et particulièrement du logement social et aussi d'un plan logement, dont, encore une fois, on se réjouit de sa poursuite, mais dont on déplore en fait le manque d'ambition ou le caractère très très flou, surtout dans un contexte extrêmement alarmant, inquiétant, très inquiétant de ce qui se passe actuellement sur ces enjeux-là. Qu'est-ce qu'on constate? On constate effectivement qu'on est dans une période où le nombre de personnes qui appellent le 115 et qui se retrouvent sans solution est très haut, puisque sur le mois de juin, on a environ 6 000 personnes qui chaque soir appellent et n'ont pas de solution, et dont 1 788 enfants. Donc on est finalement dans une situation qui est une situation qui se dégrade et qui reste et dont on retrouve les taux très élevés d'enfants à la rue, sur lesquels on avait alerté à la rentrée de l'année dernière, indiquant qu'il y avait déjà presque 2 fois plus d'enfants à la rue entre janvier et septembre. Et finalement, on se retrouve exactement dans la même situation actuellement. Donc une demande et des besoins extrêmement forts, avec ce qu'on a dit, un contexte économique compliqué, avec des expulsions qui augmentent, des situations de personnes qui deviennent de plus en plus complexes, et en même temps, une politique qui indique et qui met en œuvre une baisse extrêmement importante du nombre de places. Pour vous donner des exemples, derrière ces chiffres qui sont au niveau national, et je vous rappelle quand même que cet indicateur qu'on a du nombre de places non pourvues faute de solution n'est que la traduction de ceux qui ont encore le courage et qui prennent le temps d'appeler le 115. Donc c'est de ce point de vue-là, et il y a tous ceux qui, encore une fois, n'appellent pas le 115. Actuellement, la situation est tendue sur l'ensemble des territoires de la France, et donc Bruno Morel donnera un éclairage beaucoup plus précis sur l'Île-de-France. Mais ce qu'on peut déjà voir, c'est qu'en Occitanie et en Haute-Garonne, il y a le 19 juin 93 personnes qui ont reçu une fin de prise en charge hôtelière. Dans ces 93 personnes, il y avait donc 43 hommes, 8 femmes et 10 familles. On a actuellement une mobilisation, une manifestation qui s'organise, puisque comme l'a rappelé Maïder, il y a les femmes qui sont victimes de violences, qui sont aujourd'hui dans des fins aussi de prise en charge. En Hauts-de-France, il y a une augmentation de la demande de 9%. Et on est là aussi dans une diminution du nombre de places. Même chose en Rhône-Alpes, où la demande concernant le SAMU social fait état d'une hausse de 46% de demandes et de rencontres dans le cadre des maraudes. Et donc, par rapport à l'année 2021, c'est même plus 65% de demandes en plus par le biais de la vie sociale et des maraudes qui sont constatées au niveau Rhône-Alpes. Et de la même façon, des demandes d'accès au logement accompagné ou à l'hébergement qui étaient de 14 000 demandes fin mai contre 12 000 fin décembre 2022 et 9 000 en 2019. Donc on voit bien qu'on a une pression qui est entre guillemets sur une demande en tant que telle d'hébergement et quelque chose qui est grippé sur la possibilité, encore une fois, que les personnes sortent aussi de l'hébergement. Pour Nice, il y a une augmentation aussi de 32% de la demande et 300 places d'hébergement qui sont aussi enlevées depuis le mois de mai. Sur Marseille, on constate là aussi 200 places en moins et un budget qui viendra à manquer de 30 millions parce qu'on a ces places qui diminuent. Cette volonté, donc, et la consigne qui est donnée au préfet d'enlever les unités hôtelières, d'arrêter des places d'hébergement d'urgence, conjuguée à aussi des consignes qui sont données ou des dotations budgétaires, des enveloppes financières qui sont données pour les associations en plein milieu de l'année 2023, d'une baisse de 6 à 8% de leur budget sur l'hébergement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment, en milieu d'année, vous devez réadapter l'ensemble de votre budget pour qu'il tienne avec une baisse de 6 à 8%. Ça veut dire que vous avez tout l'enjeu de l'accompagnement social, tout l'enjeu des prestations alimentées qui vont être forcément extrêmement impactées. Et puis,
comment on arrive à tenir un budget quand on est informé au milieu de l'année que ce budget va être en baisse de 6 à 8%, alors que tous les indicateurs montrent qu'on a une augmentation extrêmement importante du nombre de sollicitations auprès des associations de solidarité sur le territoire. Donc, on a vraiment cette inquiétude extrêmement forte de deux courbes qui sont à l'inverse l'une de l'autre. Une courbe de l'augmentation des besoins qui est, elle, en évolution et en augmentation, et une courbe des moyens qui sont donnés aux associations de solidarité et aux disponibilités de places d'hébergement d'urgence qui est, elle, en baisse. Ce qu'il se passe aussi par rapport à ça, c'est que du coup, on réassiste à un phénomène de priorisation publique, de sélection publique, d'absence de continuité d'hébergement, puisqu'on va dire, d'abord, vous allez garder cette famille une semaine, puis après, elle va être moins vulnérable, donc vous allez prendre une autre famille qui est à la rue. Donc, on est dans un jeu de chaises musicales à gérer la pénurie, qui est extrêmement grave, d'abord, bien évidemment, pour les personnes qui sont concernées, mais aussi sur tout ce qu'on dit depuis des semaines et des mois sur les enjeux d'attractivité des métiers du travail social qui sont malmenés dans cette logique de court terme, de stop and go, et où, malgré l'instruction qui avait pris en 2021 d'arrêter la gestion au thermomètre, on voit bien qu'on se retrouve à nouveau dans ces logiques de stop and go et de ne réagir qu'à l'urgence. Si demain il y a une vague caniculaire, est-ce qu'on va réagir? On va monter en toute urgence des gymnases avec des accompagnements sociaux perdus, avec des difficultés à répondre à cette urgence de façon totalement décousue. Dans ce contexte, il y a eu aussi la mise en place des SAS régionaux, c'est-à-dire un nouvel dispositif que le ministère du Logement et de l'Intérieur ont mis en place au mois de mars à peu près et qui a vraiment démarré au mois d'avril, qui est effectivement l'enjeu que des personnes d'Île-de-France puissent être accueillies dans des SAS dédiés dans toutes les régions, sauf en Corse et en France, sur un rythme de 50 personnes accueillies toutes les 3 semaines. Quand ce nouveau dispositif s'est mis en place, vu les difficultés qu'il y avait en Île-de-France, nous avons bien évidemment, comme on le soutient toujours, soutenu le principe de la solidarité nationale et de la capacité à trouver des solutions pour les personnes. Cependant, on avait porté un niveau d'exigence qui nous paraît absolument fondamental pour que ça fonctionne. Bien évidemment, l'adhésion des personnes, bien évidemment, la question du lien avec les collectivités territoriales, bien évidemment, la possibilité d'avoir des places d'hébergement au-delà des 15 jours dans le dispositif de demande d'asile, dans le dispositif d'hébergement. Force est de constater que depuis que ce dispositif est mis en place, si on regarde en fait uniquement le dispositif, on voit qu'il assure sa fonction, on va dire, d'orientation sur des hébergements spécialisés ou généralistes, sauf qu'il l'assure dans un contexte extrêmement dégradé, c'est-à-dire que les gens sortent des SAS, mais ils sortent des SAS dans des solutions qui sont elles-mêmes tellement fragilisées qu'en fait, on a des premiers retours qui viennent à dire que les gens sont bien orientés, mais il reste 4 jours, 5 jours dans les hébergements qui leur ont été proposés, parce que derrière, la pression est telle sur les territoires qu'on n'arrive pas à maintenir la continuité de leur hébergement. Donc, ça pose quand même la question de ce qu'on est en train de faire, déplacer des personnes pour finalement leur reproposer un hébergement qui est extrêmement précaire. Donc, c'est ça que nous, on fait régulièrement remonter au pouvoir public. Il y a tout un enjeu de coordination aussi des équipes d'amont vers les équipes d'aval qu'il faut rendre de façon beaucoup plus, on va dire, coordonnée. Et puis, on sent aussi un risque de remise en cause de la question de la libre adhésion par rapport à des publics qui pourraient refuser d'aller dans les bus. Et ça, Bruno Morel pourra l'expliquer, notamment dans un contexte qui est très dégradé du côté de l'Île-de-France. Donc, nous, concrètement, qu'est-ce qu'on demande vis-à-vis de ça? On demande vraiment qu'il y ait un projet de loi financier rectificatif qui intègre la possibilité que des places, qu'on arrête la diminution de ce nombre de places, qui est absolument intenable vu le contexte. Et on demande à nouveau d'avancer sur une logique de pluriannualité et de structuration de réponse de la rue au logement. On ne peut pas aujourd'hui baisser le nombre de places d'hébergement d'urgence vu la hausse des besoins et encore une fois un accès au logement qui est possible mais qui aujourd'hui n'a pas les leviers et l'ambition nécessaires puisque tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une crise du logement.
Merci Nathalie. Je laisse la parole à Lydie Carlouilloc du Secours catholique qui va nous parler, pas du tout, Bruno Morel avant, qui va nous parler de l'amont des SAS. Merci. C'est pas grave. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, moi, je vais être un peu le porte-parole des 150 associations franciliennes qui sont dans une grande lassitude et une grande inquiétude par rapport à leur mission. Je rappelle que l'année, elle avait déjà bien mal commencé avec la Nuit de la Solidarité. Bon, c'était dit 3000 personnes dans les rues de Paris. Voilà, c'est quand même étonnant. C'est d'autant plus étonnant que c'était 3000 personnes dans les rues de Paris, alors qu'il n'y avait jamais eu autant de places d'hébergement. Le chiffre des places d'hébergement sur l'Île-de-France, il est quand même conséquent. Il y a eu des efforts, je crois qu'il ne faut pas le nier. On en est là à 94 000 places en Île-de-France, dont 24 000 sur Paris, même si la principale partie de ces places, c'est des hébergements hôteliers, donc ils ne sont pas automatiquement en adéquation avec nos attentes. Ceci étant dit, non seulement il y a des personnes à la rue, non seulement il y a des créations de places, mais il n'y a pas des créations de places à la hauteur des besoins et à la hauteur de l'évolution du public. Moi, ce qui me frappe, c'est l'évolution de recensement en recensement, et c'est très marqué notamment par le constat des actes de jour et des maraudes, des familles à la rue. Le fait d'avoir des enfants à la rue n'inquiète plus personne, en tout cas n'inquiète beaucoup moins les services de l'État, et puis aussi des personnes qui sont en emploi. C'est-à-dire que maintenant, l'activité professionnelle ne protège plus de la précarité et ne protège plus du fait de se retrouver dans la rue. Si on prend quelques chiffres pour simplement Paris et Seine-Saint-Denis, 1335 demandes non pourvues par jour, c'est considérable. Le 115 de Seine-Saint-Denis a fait une petite comparaison récemment sur la journée du 27 juin, 477 personnes sans réponse. Ce niveau était de 351 il y a un an. Donc, on voit bien qu'il y a cette évolution extrêmement inquiétante. Non seulement nous avons des capacités insuffisantes d'hébergement, mais nous avons aussi un parc social, Emmanuel l'a dit tout à l'heure, qui n'est pas à la hauteur des besoins, et c'est frappant en Île-de-France. Je rappelle quand même les chiffres du DALO, du droit au logement opposable. Vous avez en Île-de-France 74 000 ménages qui sont reconnus prioritaires DALO et qui n'ont toujours pas eu de solution proposée à un accès au logement social. Sur la seule ville de Paris, c'est 29 000 ménages qui attendent une réponse. Avec en plus une réelle absence d'ambition. En ce moment est en train de se négocier le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement, et les objectifs de construction de logements sociaux sont en baisse de 20%. C'est absolument inacceptable, et c'est ce qui a amené les bailleurs sociaux d'Île-de-France et les associations franciliennes à voter contre cet objectif. C'est la première fois, c'est historique. Hein. Il y a eu 23 voix contre, 10 abstentions et simplement 19 pour. Ça veut dire qu'on a une incompréhension totale par rapport à cette absence d'ambition sur la construction du logement social qui pénalise la fluidité de nos structures. Parce que, évidemment, il faut créer des places d'hébergement, mais on peut aussi les créer par des sorties positives vers le logement. Or, ces sorties positives vers le logement ne se font pas. Et sur l'Île-de-France à l'heure actuelle, c'est une demande sur 10 qui est satisfaite chaque année. Donc, il faut en gros 10 ans pour arriver à une solution d'accès à un logement. Et encore, je ne qualifie pas les logements, parce que ce qui manque en plus, c'est des logements à coût abordable pour nos publics. Je vais revenir un peu sur le sujet hébergement, parce que Nathalie l'a dit, tous les feux sont des feux rouges. Moins 4000 places de nuitées hôtelières d'ici la fin de l'année. C'est-à-dire que c'est 4000 personnes qui n'auront pas de réponse à la solution. Donc, qui n'auront pas de gel de l'appel à manifestation d'intérêt pour la création de places d'hébergement d'urgence en Île-de-France. Tous les ans, il y a un appel qui est fait pour pouvoir reconstituer l'offre, notamment par rapport à la fermeture de certains établissements qui étaient des établissements temporaires.
cet appel a été lancé et brusquement, du jour au lendemain, a été gelé par une décision de la puissance publique, sans plus d'explication que ça. Donc, ça veut dire que là aussi, on est en train de perdre des capacités d'hébergement. Se rajoute, et là, je concrétise ce qu'a dit Nathalie, une baisse des dotations qui nous est annoncée dans les négociations budgétaires. C'est tout récent, hein, ça a 15 jours, entre effectivement 6 et 8%, auquel il faut rajouter l'inflation. C'est-à-dire que si vous rajoutez 4 points d'inflation, ça veut dire qu'il vous manque dans vos budgets entre 10 et 12 points pour pouvoir équilibrer. Et ça, effectivement, vous l'apprenez au mois de juin, alors que vos actions, elles sont faites et que l'État, en gros, compte sur la trésorerie et les réserves des associations qui ne sont pas faites pour ça. Donc, toutes ces restrictions budgétaires, elles s'accompagnent de process qui sont extrêmement inquiétants, on nous dit qu'il faut signifier des fins de prise en charge, ça veut dire que ça remet en cause effectivement nos principes et notamment la continuité de l'hébergement. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un ce soir c'est fini, tu n'as pas de solution. Ça sera un énorme retour en arrière. C'est ce qu'on a connu il y a 15 ans. Et revenir sur des systèmes où on dit aux gens le matin, il n'y a plus de place pour toi ce soir, c'est inacceptable. Dans le cas de nous, on ne peut pas, on peut pas l'accepter. Et puis, ça arrive aussi un système où maintenant, c'est les équipes qui sont obligées de faire un choix entre des priorités. C'est ce qu'on appelle l'opposition des précarités. Alors, l'opposition des précarités, maintenant, elle joue à tous les niveaux. On a une opposition qui est est-ce qu'on héberge des familles ou est-ce qu'on héberge des célibataires? Est-ce qu'on héberge des SDF ou est-ce qu'on héberge des migrants? Est-ce qu'on héberge des migrants humanitaires ou est-ce qu'on héberge des migrants dans les campements? Donc, c'est la remise en cause d'une organisation telle qu'on avait réussi à la construire depuis des années, avec c'est inacceptable, c'est la remise en cause aussi de la qualité de l'accueil. Voilà, moi je voulais exprimer ce sentiment d'extrême lassitude. J'ajoute quand même une grande inquiétude sur les SAS, parce que les SAS, oui, après j'ai presque fini. Mais sur les pour SAS, encourager que vous en parliez, que vous mentionnez les SAS. oui, les SAS, vraiment, je le redis, c'est pas une hostilité. Nous, on était pour la répartition territoriale équitable. La crise du non-accueil des migrants en 2015, c'est parce qu'il n'y a pas eu de solidarité nationale. Qu'on organise une solidarité nationale est très, très bien. Mais par contre, qu'on mette tous les éléments d'information, nos associations qui sont en Île-de-France ne savent pas ou savent très tardivement comment va se faire l'accueil en province. On ne sait toujours pas quels sont le nombre de places qui vont être créées en sortie de ces SAS pour les personnes qui sont orientées en province. C'est inacceptable. Le vrai risque qu'on a, c'est d'avoir des personnes qui vont remonter de la province sur Paris. Et là, ça sera un échec inacceptable. Voilà en gros notre sentiment d'inquiétude, de lassitude. Je rajoute quand même un dernier élément, c'est le statut de nos salariés. Nathalie l'a abordé avec cette histoire du Ségur qui était un Ségur partiel. Je suis extrêmement inquiet par les dernières décisions qui semblent se dessiner, et notamment des mesures qui s'imposent à l'État d'augmentation de salaire pour lesquelles on nous dit dans certains dispositifs, il ne faut pas les appliquer. Je ne sais pas comment on file un niveau de salaire à un salarié en sortant d'hébergement d'urgence, mais pas en pension de famille. Ou alors, il faudra m'expliquer comment faire. En tout cas, il y a une inégalité de traitement à la fois sur les publics, mais aussi sur les équipes salariées. Merci Bruno. Lydie Carluyac du Secours catholique. Bonjour, merci de me donner la parole. Alors, je vais vous faire un petit retour de ce qui se passe dans les SAS régionaux. Je vous donne quand même le contexte en Haute-Garonne, mais vous en avez déjà parlé, donc il est assez proche de ce qui se passe ailleurs. On est sur de la saturation des dispositifs, malgré une augmentation des nombres de places ces dernières années. Et le préfet a annoncé une trajectoire de jauge descendante sur la prise en charge dans le cadre de dispositifs hôteliers. Et il s'applique à la mettre en œuvre depuis quelques semaines. On nous a annoncé que d'ici à fin novembre, 350 personnes devaient sortir de ce dispositif.
Et comme l'a indiqué Nathalie, là, je revenais d'un rassemblement sur Toulouse pour manifester contre la remise à la rue de femmes victimes de violences. Donc, quand on nous en a parlé, on s'est dit non, ils n'iront pas jusque-là. Bon, voilà. Au-delà de 15 jours, il n'y a plus de prise en charge des femmes victimes de violences et on ne sait pas ce qu'elles deviendront. Donc, on est dans un contexte quand même aussi très, très tendu où les principes d'inconditionnalité de l'accueil et de continuité de la prise en charge, hein, comme l'a évoqué Nathalie Latour et Bruno Morel, sont vraiment mis à mal et pour les associations gestionnaires de lieux d'hébergement, c'est assez compliqué et je ne parle pas du SIAO. Et donc, c'est dans ce contexte qu'on a appris l'arrivée des premiers voyageurs. J'aime pas trop le terme de décérés, personnes décérées, donc les premiers voyageurs, je vais prendre ce terme un petit peu ironique, qui nous sont arrivés d'Île-de-France. Alors, ce dispositif, nous, côté région d'accueil, il brille par sa grande opacité, c'est-à-dire qu'on est au courant de rien. La ville de Toulouse a été informée de l'arrivée des personnes la veille, donc elle n'avait même pas été contactée, sollicitée. On a appris le nom de l'association gestionnaire, pareil, par la bande, donc il n'y a pas eu d'appel à projet ou d'appel à manifestation d'intérêt. Donc, ça a dû être en appel direct. Et on a du coup du mal à savoir ce qui se passe pour ces personnes. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas des personnes qui ont vocation à rester sur Toulouse. En tous les cas, le SIAO n'en a pas eu vent. Ils n'ont aucune information sur ces personnes et jusqu'à présent, aucun ne s'est présenté à eux comme étant quelqu'un qui venait d'Île-de-France. On en est au 3e bus là depuis le mois de mai et les informations qu'on a pu avoir sont de l'ordre de l'orientation sur 7 départements, que ce serait le DNA et les dispositifs d'hébergement dans les départements d'accueil qui seraient sollicités, mais alors de quelle manière et quelle prise en charge réelle, on ne sait pas trop. On ne sait pas ce qui se passe pour les personnes si elles sortent du dispositif, ce qui leur est arrivé précisément. Donc, on a quelques retours, notamment sur la ville de Perpignan et de Montpellier. Hein. Donc, à Perpignan, on a des retours comme quoi des personnes seraient revenues à Paris tout de suite. Parce qu'elles n'auraient pas fait ce choix, en fait. Donc, elles ont été embarquées, mais elles n'étaient pas conscientes de là où elles allaient. Certaines avaient un travail donc, en Île-de-France. Donc, du coup, quand elles ont compris où elles étaient, elles sont reparties aussi vite. Et sur un lieu d'accueil, il y a eu l'accueil de personnes avec des problèmes d'addiction, mais il n'y avait pas d'accueil spécifique qui était prévu pour eux. Et donc, du coup, ça a posé quelques soucis. Et pour ce qui est de la problématique de la concurrence avec les publics en place, on a eu un écho sur la ville de Montpellier où des hommes seuls sont arrivés et ont été mis à l'hôtel, alors que ce n'est pas quelque chose qui est proposé aux hommes seuls déjà présents sur le territoire de Montpellier. Donc voilà, peu d'informations. Le réseau associatif est plutôt très collaboratif hein, sur la Haute-Garonne et sur l'Occitanie. On va essayer aussi de s'organiser parce que pour le coup, on se dit qu'il va falloir être vigilant sur comment ça va se mettre en place. Il y a une telle opacité qu'on a du mal à récupérer les informations, donc il faut qu'on identifie plus précisément qui a accueilli où et qu'on puisse avoir des retours un petit peu plus précis. Mais les quelques informations qu'on a nous font fortement douter de l'idée de volontariat, en tous les cas éclairé de la part des personnes qui sont amenées jusqu'à l'Occitanie, en tout cas. Après, pour les autres régions, je ne peux pas dire. On ne sait vraiment pas ce qui se passe s'ils disent non.
et on ne sait pas, en fait, on n'arrive pas à les identifier. Est-ce qu'ils restent un petit peu sur Toulouse? Est-ce qu'ils repartent? Pour l'instant, on n'a pas un nombre important de personnes qui soient apparues, notamment dans le cadre des maraudes ou des accueils de jour. Donc, on a l'impression que c'est plutôt fluide, mais en fait, comme on n'a aucune visibilité sur les personnes, c'est plus compliqué. L'opérateur sur Toulouse, c'est Solia. Voilà, donc le niveau de prise en charge nous pose question aussi, de savoir est-ce que les prises en charge sont adaptées au profil de public. Donc, pas beaucoup plus d'informations. Alors, on aimerait bien aussi travailler avec les associations en aval, mais comme vous pouvez constater, à l'arrivée, on n'a pas beaucoup plus d'informations sur ce dispositif, mais comme on en est qu'au début, hein, je pense qu'il y en a au moins pour un an, peut-être plus, il nous faudra faire preuve de vigilance. Merci Lydie. Avant de donner la parole à Rosanne Calvar, je me permets de compléter avec des retours. Nous, la Fondation Abbé Pierre, on est en lien avec des boutiques solidarité qui parfois sont dans des territoires où il y a des SAS. Et on a eu des retours notamment d'un centre d'hébergement à Perpignan où 3 bus suite au SAS de Toulouse sont arrivés. Et les retours qu'on a sont plutôt inquiétants et négatifs, qui reviennent sur qui confirment certaines inquiétudes qu'on avait, notamment sur des fortes tensions entre les publics accueillis qui en fait s'attendent pas à se retrouver dans un centre d'hébergement juste plus loin que l'Île-de-France. En fait, certains disent qu'on leur avait dit qu'ils auraient un logement en région. Également, notre interlocutrice là-bas nous a dit que la DRETS demandait des attestations de refus de prise en charge. Donc, qu'ils attestent que les personnes qui arrivent des SAS de desserrement et qui auraient refusé l'hébergement qu'on leur propose en région, de formuler des attestations. Donc, on ne sait pas ce qui sera fait de ces attestations, mais ça confirme certaines inquiétudes qu'on a sur la continuité de la prise en charge de ces personnes, même si elles décident de revenir en Île-de-France. Voilà, évidemment aussi des personnes qui décident de rentrer tout de suite parce qu'elles n'avaient pas compris qu'elles allaient partir aussi loin. Donc, on revient sur cette notion de consentement libre et éclairé sur lequel Nathalie Latour l'a rappelé, on avait rappelé cette condition vraiment essentielle. Donc on va rester en veille, notamment à travers les centres d'hébergement qui accueillent. Et également, le dernier point, c'est la question de qu'est-ce qui est proposé à ces personnes. Et là, pareil, la personne nous confirme que c'est une nuitée dans un centre d'hébergement et qu'ensuite, ils sont censés passer sur le 115 au niveau de la région. Donc voilà, pas une solution. On a une crainte sur le fait qu'on est juste peut-être parfois en train de déplacer le problème ailleurs. Donc, on va continuer, en tout cas nous, les organisations du CAU, à rester en veille sur le sujet. Merci Lydie, et on prendra vos questions à la fin. On pourra revenir sur les SAS autant de questions. J'avais oublié de présenter Rosanne Calvar au début, qui est coordinatrice générale de Médecins du Monde à Mayotte, et qui, merci de nous parler de Mayotte, et qui va nous parler de la situation à Mayotte. Merci à vous d'être là. Merci. Bonjour à tous. Merci de nous donner l'opportunité de parler de Mayotte, parce qu'on est à 8000 km de Paris, donc c'est vrai qu'on est loin. On est le département français depuis 2011, donc le dernier département français, le plus jeune, et le plus jeune aussi par sa démographie, puisque la moitié de la population a moins de 18 ans. C'est aussi le département le plus pauvre. Les 3/4 de la population vivent sous le seuil de pauvreté et à peu près 4 logements sur 10 sont en tôle. Mayotte, c'est aussi un département d'exception où s'empilent des dispositifs dérogatoires. Donc, le SMIC est différent, le code de la sécurité sociale ne s'applique pas, il n'y a pas d'aide médicale d'État, par exemple. C'est aussi l'un des plus grands déserts médicaux. Cette semaine, il y a par exemple 2 maternités sur les 5 du département qui ont dû fermer, faute de professionnels pour les faire tourner.
Donc, Mayotte, c'est aussi le seul département où on peut faire des contrôles d'identité partout, tout le temps, sans qu'il y ait de motifs invoqués par les forces de l'ordre. Nous, Médecins du Monde, on est présents depuis 2009 à Mayotte. Aujourd'hui, on a 6 salariés et 40 bénévoles qui déploient un programme de médiation santé dans 2 bidonvilles. Où en fait on a une méthode d'aller vers, c'est-à-dire qu'on va faire du porte-à-porte, des maraudes, et pour aller identifier les besoins de santé au plus proche des personnes. Donc, Médecins du Monde, c'est une ONG médicale, mais tous mes collègues de l'Hexagone et des autres Outre-mer nous témoignent des effets délétères qu'ont les conditions d'habitat précaires en fait, sur la santé. Donc, forcément, ça a un impact direct sur nos bénéficiaires et notre population. Depuis plus de 30 ans, on dénonce aussi les politiques d'expulsion à répétition qui ont lieu dans tous les bidonvilles, qui n'ont pour conséquence en fait que de mettre les personnes dans des situations d'errance et en tout cas nous empêche de mettre en place des parcours de santé avec les personnes. L'opération Wambushu à Mayotte, vous avez peut-être entendu parler, c'est une énième illustration de la politique répressive qui ne s'attaque pas en fait au problème du mal-logement, mais qui met toutes ses forces donc, sur la réponse sécuritaire. Wambushu a débuté depuis le mois d'avril à Mayotte et c'est une opération qui a 3 objectifs. Détruire des bidonvilles, expulser, donc éloigner notamment vers les Comores les personnes étrangères et puis démanteler des bandes délinquantes de jeunes. Donc, sur les éloignements à la frontière, au début de l'opération, il y a eu une petite surprise puisque les Comores ont décidé de fermer leurs frontières. Donc, forcément, ça a ralenti l'opération. Aujourd'hui, ça a repris à un niveau assez habituel pour Mayotte. Concernant les bandes délinquantes, il y a eu des violences urbaines et de nombreuses interpellations. Ce qu'on peut noter, c'est les peines très lourdes qui ont été prononcées en comparution immédiate. Donc, on a eu jusqu'à 7 ans de peine de prison qui ont été prononcées en comparution immédiate. Pour ce qui est des destructions des bidonvilles, ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler du quartier de Talus 2, qui a été le premier quartier détruit dans le cadre de l'opération Wambushu et qui s'inscrit donc dans le cadre de la loi Elan. Cette destruction, en fait, a eu lieu après une longue bataille juridique qui n'a pas pu empêcher la destruction, mais qui a permis d'enjoindre les services de l'État à la rescolarisation des enfants déplacés et à la sauvegarde des meubles et des affaires des personnes concernées. Donc aujourd'hui, les arrêtés ont repris à une cadence normale pour Mayotte, c'est-à-dire plusieurs arrêtés par mois. Et donc, les associations essayent de rester mobilisées et de faire en sorte que les avancées obtenues soient respectées. Nous, ce qu'on peut observer, c'est que ça a provoqué des mouvements de population, des déplacements qui sont très diffus sur le territoire. On a du mal à tracer les mouvements de population, mais ce qui est sûr, c'est que ça nous empêche de mettre en place des parcours de soins, de santé et de vie pour les personnes. Wambushu, c'est aussi 3 semaines d'arrêt, on va dire, de l'accès aux soins, puisque tous les hôpitaux et les structures de santé ont été bloqués, fermés pendant plus de 3 semaines au mois de mai. Donc forcément, ça a un impact très fort aujourd'hui encore. Aujourd'hui, tout a réouvert, mais les patients qu'on accompagne nous témoignent encore de contrôle d'identité aux abords des lieux de soins. Donc forcément, on demande aux autorités, nous, une sanctuarisation des lieux de soins qui n'a jamais été obtenue. Et puis, toute cette opération
intensifie les tensions communautaires et le repli sur soi. Ça a un petit peu décomplexé certains comportements, notamment certains propriétaires privés qui expulsent, qui mettent dehors les personnes qui louent leurs biens sans préavis, bien sûr. Donc, cette dissuasion qui est permanente crée un climat de peur et a un impact forcément important sur la santé physique et psychique de la population. S'ajoute à cela la crise de l'eau, puisqu'à Mayotte, on a plusieurs coupures d'eau un peu tous les jours au quotidien, qui vont donc forcément avoir aussi un impact sur les maladies hydriques qui vont fatalement augmenter. Malgré tout ça, lors de sa visite le 24 juin dernier, M. Darmanin a estimé que l'opération était une réussite et a annoncé sa prolongation jusqu'à fin juillet. Donc, certainement, les forces de l'ordre vont rester mobilisées. Il a annoncé également vouloir lutter contre les marchands de sommeil qui louent des logements insalubres de manière complètement illégale. Il y a eu plusieurs arrestations d'ailleurs depuis qui ont été annoncées dans la presse. Nous, on est évidemment contents de cette volonté et on ne peut que rejoindre cet objectif de lutter contre l'habitat insalubre. Seulement, on ne peut que constater aussi qu'il n'y a aucune alternative qui est proposée. Le parc en fait, de logements social ou à prix très réduit est quasiment inexistant à Mayotte. Donc, on se demande aujourd'hui quelles sont les solutions que vont avoir les gens, si ce n'est à les construire eux-mêmes, effectivement, leur cabane en tôle, qu'on appelle banga ici, dans les bidonvilles qui existent déjà. Parallèlement, il y a aussi eu des annonces du ministère du Logement qui ont parlé d'une politique de résorption adaptée à l'outre-mer avec l'annonce d'une feuille de route qui se nomme du bidonville au logement pour Mayotte et la Guyane. Alors, cette feuille de route a pour première mesure le déploiement, en tout cas en outre-mer, de la plateforme numérique de la DIAL. Là encore, cette annonce semble positive, mais on se demande quel sera l'usage des données de cette plateforme, puisque ce ne sont que des outils au service d'une politique. Or, on peut constater que la politique est une politique d'expulsion et absolument pas de résorption. Donc, aujourd'hui, la question des données est cruciale et nous, on se l'est posé aussi ici à Mayotte avec l'équipe lorsqu'on a réalisé des cartographies de nos quartiers d'intervention avec les habitants, avec une méthodologie de cartographie participative avec l'aide de l'association CartONG, qui a permis d'établir une cartographie des bidonvilles où on intervient et qui a surtout permis ensuite de créer avec les habitants des initiatives citoyennes pour l'aménagement et l'amélioration du cadre de vie dans ces quartiers. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive à des propositions qui vont forcément être structurantes dans le quartier, en termes d'infrastructures notamment. Je pense par exemple à une initiative qui consisterait à améliorer une voie terre en fait, pour que des voitures et des petits véhicules puissent amener des bidons d'eau potable dans certains quartiers. Et dès lors qu'on parle de tels aménagements, en fait, on se heurte à la volonté politique qui n'est pas tout à fait dans le sens d'aménager ces quartiers-là. Donc, aujourd'hui, c'est la question qu'on se pose et que d'ailleurs, plusieurs associations avec Médecins du Monde se sont posées dans une tribune interassociative et qui posent la question de Bambouchou et après, quelles sont les politiques réelles sur le long terme pour le développement de l'ensemble des services publics à Mayotte. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne reçoit une réponse que de l'ordre de la répression. Donc, voilà, on continue de poser la question au pouvoir public. Merci.
Merci Rosanne, je vois qu'il y a des questions dans le chat, je vous propose qu'on les pose à la fin. Je laisse la parole tout de suite à Anthony Ickni et Elsa Delval pour nous parler des lieux de vie informels et de la situation au niveau national. Je ne sais pas comment voulez-vous répartir la parole, je vous laisse. Merci Maïder, je vais commencer et Elsa continuera après moi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mon propos va s'inscrire un peu dans la continuité de ce qui vient d'être décrit par Rosanne. Je représente ici le collectif Rome Europe, qui est une association membre du CAU depuis bientôt une dizaine d'années. On va parler, voilà, dans la continuité de ce qui vient d'être dit, de lieux de vie informels. Donc, qu'est-ce qu'on entend par lieu de vie informel? On parle de bidonville, de squats, de regroupement de tentes aussi. En gros, des lieux où des personnes, des habitants survivent au quotidien et où se concentrent des difficultés, précarité des personnes, conditions de vie très dégradées, pas d'accès à l'eau, pas de sanitaire, des risques d'incendie et surtout des pathologies aggravées. Donc, d'après les pouvoirs publics, d'après la DIAL qui a été citée peu avant, il y aurait au moins 22 000 personnes en France métropolitaine qui vivent dans ces formes d'habitat précaires, donc dans des squats et bidonvilles. Pour nous, ce qu'on dit au sein du collectif Rome Europe et avec le CAU, c'est que c'est une estimation qui est bien en deçà de la réalité. Ce chiffre, il ne comptabilise pas, bien sûr, les milliers d'exilés à Calais et dans le Dunkerquois qui vivent dans des baraques, dans des tentes, dans des conditions extrêmes aussi, et encore moins la présence de bidonvilles. Du coup, je ne vais pas faire redite dans les Outre-mer, Mayotte, Guyane, où on sait que des dizaines de milliers de personnes survivent dans des bidonvilles. Peut-être, petit retour en arrière, 5 ans auparavant, en 2018, une instruction avait été publiée, celle du 25 janvier 2018, du coup, qui privilégiait une action concertée avec par les pouvoirs publics, avec les associations et les habitants, action concertée qui privilégie du coup la mise en place d'un diagnostic social, de mesures d'accompagnement, et ce, dès l'installation des personnes sur un site, sur un lieu de vie informel. Ce qu'on constate, c'est que ces objectifs et cette instruction, ces objectifs ne sont pas atteints. Qu'on a voilà, quelques avancées sur certains territoires, mais qui sont invisibles au regard un peu des échecs par ailleurs et des nombreuses expulsions qui perdurent. On a une approche sécuritaire qui vient du ministre de l'Intérieur, qui prédomine malheureusement encore au sein des préfectures et qui est en directe contradiction avec les objectifs de l'instruction de 2018. Peut-être quelques focus un peu territoriaux et Elsa nous fera un focus sur la région, sur Lyon. Dans le Nord, peut-être dire qu'on a une politique de résorption des bidonvilles qui était en cours jusqu'en 2021, qui a laissé place vraiment à une intensification des expulsions avec peu de propositions de relogement, voire pas de propositions de relogement. D'après nos chiffres, en 2022, il y a eu 400 personnes qui ont été expulsées, dont au moins la moitié de mineurs. Et cette tendance, elle s'aggrave en 2023. Ce matin même, à Villeneuve-d'Ascq, le préfet du Nord a fait détruire les caravanes d'une trentaine de personnes qui vivaient depuis 6 ans sur un bidonville. Aucune proposition d'hébergement durable n'a été faite aux familles. Et 14 mineurs se trouvent aujourd'hui à la rue. Du coup, en dépit de la promesse du ministre du Logement, Olivier Klein, 0 enfant à la rue. En Île-de-France, autre point noir vraiment de la résorption des bidonvilles, c'est un angle mort total, une crainte de hausse d'expulsion en vue des Jeux Olympiques, et on a une réelle volonté de l'État, des préfectures, d'invisibiliser la pauvreté, les personnes précaires et les personnes en campement en bidonville, avec des risques dans les prochains mois de prise d'arrêtés anti-mendicité, d'interdiction pure et simple du travail informel, et donc une pénalisation et une précarisation, voire une criminalisation des personnes à la rue. Peut-être souligner un petit peu dans cet océan de mauvaises nouvelles qu'à Montpellier, en dépit de la présence du coup d'un préfet qui avait piétiné l'instruction de 2018 en arrivant à l'été 2021, on a eu une grosse dynamique collective associative qui, pendant 2 ans, a permis un travail sur une stratégie locale de résorption. Et aujourd'hui, on devrait avoir dans les prochains jours une signature d'une convention entre l'État, la ville de Montpellier et la Fondation Abbé Pierre. Ce qui est un signal encourageant, mais bon, la vigilance demeure. Peut-être dire que sur la question des lieux de vie informels et en lien aussi avec le plan logement d'abord 2, ce plan, pour nous, c'est forcément une déception. Il ne présente pas de vision stratégique, de réelle vision stratégique du gouvernement sur le sujet des lieux de vie informels. Pour nous, il se contente d'énumérer les actions qui sont déjà mises en œuvre, c'est-à-dire la scolarisation des enfants, et c'est une bonne chose, la pérennisation des crédits, donc on est sur une enveloppe de 8 millions d'euros par an, et surtout le déploiement intensifié de la plateforme résorption bidonville évoquée par Rosanne de Médecins du Monde à l'instant. Pour nous, ces mesures, elles sont insuffisantes au regard des enjeux, et maintenant, il est nécessaire d'intégrer pleinement tous les publics vivant en squat et bidonville dans une grande politique de la rue au logement. Et ça, pour nous, ça passera nécessairement par une hausse des moyens alloués à cette politique, et surtout au renforcement du caractère contraignant de la politique nationale
de résorption des bidonvilles. Je ne serai pas plus long, je reste disponible du coup pour répondre à vos questions à la fin de cette conférence de presse et je passe la parole à Elsa Delval de l'association Léa. Bonjour à tous, je suis Elsa Delval, donc coprésidente de l'association Léa. Je m'excuse pour ma voix, je suis un peu malade. Et du coup, moi, je voulais faire un témoignage qui représente, je pense, assez bien la situation de beaucoup de campements informels en France. C'était sur l'expulsion qui a eu lieu la semaine dernière sur la place Milan. En fait, c'était un campement qui est juste à côté de la gare de Lyon, de la gare Pardieu, en plein centre-ville où il y avait une centaine de tentes. Bon, moi, j'y interviens depuis avril 2021. Ça faisait quelques mois que le camp existait. Il y avait une dizaine de tentes et depuis cette date, j'y suis allée presque toutes les semaines, presque tous les jours, et j'ai pu voir comment le camp il évoluait, comment la situation des habitants évoluait. La semaine dernière, il y avait 105 tentes, il y avait une centaine de personnes qui étaient dans une multitude de statuts, mais une majorité en demande d'asile et réfugiés. Il y avait quelques familles, mais il y avait surtout des hommes isolés. Moi, je soutiens aux alentours de 2 tiers des habitants et plusieurs étaient là depuis le début, depuis 2021. Et pour plusieurs, la situation administrative, elle évoluait positivement, de la demande d'asile à la reconnaissance du statut de réfugié, mais leur situation à la rue, elle ne changeait pas, malgré tout. Et leur état de santé, quant à lui, se dégradait chaque mois, parce qu'en fait, la vie dans le camp, dans le campement, elle était insalubre et dangereuse, comme la vie à la rue. Mais en contrepartie, sur la place, il y avait un vrai réseau de solidarité qui s'était mis en place. Il y avait de plus en plus d'assauts qui intervenaient et même entre les personnes, quel que soit leur statut et quelle que soit leur nationalité, il y avait une très grande solidarité, c'était assez impressionnant. Et après, d'un coup, plus de 2 ans après que je sois allée là-bas pour la première fois, le 28 juin 2023, le campement est expulsé. Et ce jour-là, on dirait que rien n'avait été préparé par les autorités pour assurer la protection des personnes, et ce, malgré toutes les interpellations des assos depuis 2021. Donc avant l'expulsion, il y avait eu un recensement par la police le 10 mai, un mois et demi avant, pas de diagnostic social, aucune proposition de mise à l'abri en amont, sauf les familles qui étaient souvent hébergées au fil de l'eau par l'OFII. Il y a eu une chose, il y a eu pas mal de propositions d'aide au retour par l'OFII, même pour des demandeurs d'asile. Et ensuite, on a refusé de nous communiquer la date de l'expulsion aux habitants et aux assos. Et certaines personnes ont finalement accepté de nous filtrer la date et je suis tout de suite allée prévenir les habitants, mais avec si peu de temps qu'ils n'avaient pas le temps de se préparer. Et là, on n'a pas compris parce que c'est eux les premiers concernés. Pourquoi ils ne sont pas mis au courant? Le 28 juin au matin, moi je suis arrivée sur la place à 6 heures du matin et peu de temps après, il y a les autres assos, Alinéa, Médecins du Monde qui sont arrivés aussi. Il y avait tout le monde qui était réveillé, angoissé. Les forces de l'ordre, elles sont arrivées vers 9 heures tranquillement. Elles étaient accompagnées de personnes qui n'étaient pas identifiées, pas identifiables par les personnes. En fait, c'était l'OFII, la préfecture, la métropole et la ville de Lyon. Et au début, ils attendaient à la sortie de la place, ils ne voulaient pas s'approcher des personnes. En plus, il n'y avait pas d'interprète, alors qu'on avait demandé qu'il y ait des interprètes, parce que la plupart des personnes étaient migrantes. Et il y avait aussi des personnes qui habitaient sur le camp, qui étaient à l'extérieur, qui ont demandé s'ils pouvaient rentrer en voyant que c'était l'expulsion qui avait lieu, et on leur a refusé l'accès à leur tente. Et très vite, le nettoyage, il a commencé devant les gens avec des grues. Donc c'était assez violent pour les personnes, même s'il n'y avait pas de violence physique. Et il y a toutes ces personnes qui n'ont pas pu rejoindre le camp, qui ont perdu leurs affaires et leurs passeports surtout. Après, en voyant que les personnes, elles quittaient pas les lieux, la police, elle a commencé à s'impatienter. Mais parce qu'en fait, les personnes, elles avaient du mal à comprendre ce qui se passait réellement, comment ils pouvaient être expulsés de la rue. Et à l'issue de l'expulsion, il y a eu moins de 20 personnes qui ont été hébergées sur les 100, dont la plupart par la métropole de Lyon, après avoir négocié pas mal avec eux. Et les autres, ils m'attendaient à la sortie de la place et ils me disaient ben, on fait quoi? On va où? C'était très dur pour moi. J'en ai eu les larmes aux yeux. Du coup, on est allés ensemble acheter des nouvelles tentes à Decathlon. Et chaque fois qu'ils essayaient de la mettre quelque part, il y avait un policier qui apparaissait et qui disait non, non, pas ici. Et maintenant, aujourd'hui, du coup, je conclus, la place, elle est toute propre. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de comment. Il reste quelques rats qui ne comprennent pas trop ce qui se passe. Et tous les autres habitants, les autres 80, ils sont éparpillés, ils sont partout, tout seuls, sans le réseau de solidarité. Et je suis toujours en contact avec eux. Et là, je ne pensais pas que je pouvais arriver à regretter le campement. En fait, pendant tout ce temps,
jamais rendu compte que c'était possible de se dire que c'était mieux sur cette place que maintenant. Voilà, donc merci à tous. Merci Anthony et merci Elsa pour ce témoignage. On reviendra peut-être sur ces situations au fur et à mesure des questions. Avant de prendre les questions, je laisse la parole pour finir sur un sujet différent avec Nicolas qui va nous parler des expulsions locatives et un peu de la loi Kasbarian également. Merci Nicolas. Merci. Bonjour. Donc, je suis Nicolas Fernfi, je travaille à l'espace Solidarité Habitat de la Fondation Abbé Pierre, qui est un lieu d'accès à droit où on accompagne à peu près 1200 ménages parisiens en procédure d'exclusion chaque année. Et donc, je viens vous parler des expulsions locatives. Concrètement, nous, on est très inquiets pour l'année 2023, sachant que l'année 2022, comme Manuel l'a rappelé, ou Maider, c'était déjà une année record en termes d'expulsions locatives, puisqu'on avait atteint 17 500. Et là, on craint que ça va être pire pour cette année et probablement pour l'année suivante encore. Il y a 3 facteurs qui nous inquiètent. Le premier, c'est le contexte économique avec la fragilisation des ménages les plus précaires. On a déjà des indicateurs qui nous parviennent, qui nous confirment qu'il y a une hausse des impayés, donc une tendance inquiétante. C'est pas une explosion, mais il y a quand même une augmentation. Par exemple, on a l'étude de l'Union sociale pour l'habitat qui est parue en décembre 2022 qui révèle que chez près de la moitié des organismes HLM, il y a une hausse de plus de 10% des ménages en situation d'impayé de plus de 3 mois de loyer. Et donc, du coup, on craint que ça s'accentue, sachant qu'on a eu les chiffres là tout récemment pour janvier-mars qui confirment cette augmentation. Donc, il y a une augmentation des impayés du fait du contexte économique qui va conduire à plus de procédures d'expulsion. Parallèlement à ça, on remarque sur le terrain qu'il y a un changement dans la doctrine de l'État et des préfectures, dans l'octroi et l'exécution du concours de la force publique. Concrètement, on craint pour l'année 2023 une hausse importante des expulsions, alors qu'on était déjà sur un nombre record l'année précédente, et une hausse record d'expulsion, notamment de mise à la rue, sans solution d'hébergement. Ce changement, en fait, en 2020-2021, on avait une baisse très importante des expulsions, notamment du fait que l'État avait conditionné les expulsions à des propositions de relogement ou d'hébergement, donc plus souvent d'hébergement, mais ce n'était pas systématiquement respecté. Et donc, on était passé, par exemple, en Seine-Saint-Denis à 2100 expulsions en 2019 à 1200 expulsions en 2020. Donc, il y avait eu des sursis accordés et notre crainte, c'est qu'à partir de 2023, il y a un effet boomerang, que toutes ces expulsions qui n'ont pas été réalisées, elles soient réalisées et notamment dans des conditions qui sont absolument indignes, c'est-à-dire sans aucune solution d'hébergement ou de relogement pour ces personnes-là. Cette crainte, elle est confirmée sur quelque chose sur lequel on avait déjà alerté, sur la circulaire d'instruction au préfet de sortie tribunal qui effectivement lève la condition sine qua non de fournir une option d'hébergement en cas d'expulsion et qui écrit noir sur blanc qu'il y a un enjeu de liquider le stock de CFP accumulé durant les années précédentes. Concrètement, nous, à l'ESH, donc à l'Espace Solidarité Habitat, on le constate sur le terrain puisqu'on a une augmentation de 76% des expulsions parmi les ménages qu'on accompagne sur cette année. C'est-à-dire que là, en 3 mois, on a eu plus d'expulsions réalisées que sur toute la période de l'année précédente. Et c'est des expulsions qui s'accompagnent souvent de mise à la rue, malgré des vulnérabilités, malgré une absence de préjudice financier pour les bailleurs. Alors, 2 situations un peu concrètes pour expliquer ça. On a la situation de Monsieur S, qui était en résidence sociale, qui a un jugement d'expulsion pour suroccupation, puisque sa femme l'a rejoint, ils ont eu un enfant, et donc le bailleur a choisi de les expulser. Donc ça, c'était novembre 2021. Ils ont été reconnus prioritaires d'ALLO en 2022. Il n'y a eu aucune proposition de relogement, et toujours aucune. Il n'y a pas d'impayé, et cette famille a été expulsée le 30 juin 2023, donc tout récemment, sans aucune proposition d'hébergement. Donc, on a mis à la rue une famille qui payait ses loyers, qui ne créait pas de troubles chez le bailleur, qui était prioritaire d'ALLO, avec un enfant en bas âge, donc de 3 ans. La deuxième situation un peu similaire, c'est la situation de Monsieur B, qui occupait un logement intermédiaire à Paris, qui a eu un jugement d'expulsion en janvier 2021 pour une dette de 6 000 €. Il a eu un échéancier qu'il n'a pas réussi à tenir, mais au final, il a quand même remboursé sa dette 2 ans après, avec un solde positif de 1 000 €. Il a été expulsé le 12 juin 2023 sans aucune solution d'hébergement non plus. C'est un monsieur qui est atteint d'une maladie dégénérative assez grave, qui est reconnu travailleur handicapé. Voilà.
on a interpellé sur ces situations-là, c'est des situations parmi tant d'autres, on n'a aucun retour. Ce changement de doctrine qui nous fait craindre une hausse des expulsions et des mises à la rue, il nous a été confirmé également de vive voix par la préfecture de police de Paris, par un membre de la préfecture de police de Paris, puisque avant, nous, on travaillait avec la préfecture de police de Paris. C'est-à-dire qu'on leur faisait remonter chaque année des signalements pour des situations de personnes vulnérables, pour lesquelles il y aurait pu y avoir des délais, etc. Là, tous nos signalements sont restés sans réponse cette année. Et c'est seulement la semaine dernière qu'on a eu un retour d'un des membres de la préfecture de police à la commission de coordination de prévention des expulsions, donc à la CAPEX, qui nous a dit que la préfecture de police n'octroyait plus de délai, quelle que soit la situation de vulnérabilité, quel que soit le préjudice qui existait pour le bailleur, si le bailleur maintenait les expulsions. Donc nous, on a une très grosse crainte pour cette année, c'est qu'il y ait une explosion des expulsions du fait du stock accumulé et de mise à la rue. Le troisième facteur, et qui est le facteur pour nous encore plus inquiétant, c'est l'adoption de la loi Kasbarian le 14 juin dernier, la loi dite anti-squat. C'est une loi qui a été dénoncée par l'ONU, par tout un tas d'associations, par la Défenseur des droits sur ses conséquences. Et sur les expulsions locatives, nous, on est très inquiets. Il y a 3 choses qui nous inquiètent dans cette loi. La première, c'est la réduction du pouvoir d'appréciation des juges dans les questions d'expulsion locative. C'est-à-dire que le tribunal va devenir une chambre d'enregistrement des décisions d'expulsion. Je m'explique. Concrètement, avant, le juge pouvait fixer un échéancier ou accorder des délais de paiement et suspendre l'expulsion. Ça sera plus possible s'il n'y a pas la demande qui est faite lors de l'audience ou si les paiements ne sont pas repris intégralement au jour de l'audience. Souvent, pour les locataires, la réouverture des droits, ça prend du temps, donc les paiements ne sont pas forcément entièrement repris, il n'y a que le loyer résiduel qui est payé, et il faut quand même rappeler qu'il n'y a que 38% des locataires qui sont représentés dans les procédures d'expulsion le jour de l'audience ou présent. Donc forcément, ça va augmenter des décisions d'expulsion. Le deuxième facteur, et qui est probablement la mesure que moi je trouve la plus scandaleuse et la plus inhumaine, c'est l'introduction d'une amende de 7 500 € pour les locataires du parc privé qui vont se maintenir après décision d'expulsion, après commandement de quitter les lieux et hors période de trêve hivernale. Donc concrètement, on va proposer à des gens qui sont en situation d'impayé, donc qui n'ont pas les moyens de se reloger avec leurs ressources parce qu'ils sont déjà plus en capacité de faire face à un loyer, de choisir entre avoir une amende de 7 500 € ou la rue. Donc ça va forcément accroître le nombre d'auto-expulsions, sachant que dans le même temps, si les gens restent dans un logement en situation d'impayé, ce n'est pas en abusant du système, c'est parce qu'ils n'ont pas de choix. Dans le même temps, en parallèle, on peut quand même soulever que, ça a été rappelé un peu plus tôt, qu'en termes de nombre de ménages prioritaires d'ALO, l'État ne respecte pas le droit au logement. C'est-à-dire qu'on a 89 000 ménages prioritaires d'ALO en France pour lesquels le délai de relogement est dépassé. Enfin, le troisième point qui nous préoccupe beaucoup dans cette loi, c'est la réduction de l'ensemble des délais de la procédure. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de délais qui vont être réduits, notamment dans la transmission d'actes, dans la transmission de décisions, qui va réduire la délai, et notamment également les délais que peut donner le juge au locataire. Donc, les délais supplémentaires, ils passent de 3 ans à 12 mois. Ça nous préoccupe aussi, notamment du fait que pour être relogé dans le parc social, on sait que c'est extrêmement long, que toutes les démarches sociales prennent du temps. Donc, prioritaire d'ALO, c'est 6 mois pour être reconnu prioritaire d'ALO. Puis après, il faut que l'État respecte les délais. Donc, ça arrive très peu. Dossier de surendettement, etc. Donc, c'est absolument contraire à toute logique de prévention des expulsions. Et ça va conduire à des expulsions de ménages qui n'auront pas eu le temps ou pour lesquelles les démarches n'auront pas eu le temps d'aboutir. Donc, voilà. Donc, juste pour synthétiser, nous, on est extrêmement inquiets cette année, tant au niveau de la hausse possible et probable des expulsions, tant au niveau de la hausse des impayés qui va emmener aussi de procédures d'expulsion, et sur cette loi qui va totalement à contresens de la prévention des expulsions et qui vient juste pénaliser des locataires déjà extrêmement précaires plutôt que répondre aux problèmes de fond, c'est-à-dire de fournir un logement abordable aux personnes. Voilà. Merci Nicolas. J'ajouterais que ça a été demandé dans le chat, la Fondation Abbé Pierre, le DAL et le syndicat de la magistrature, ainsi que, et du coup le recours sera co-signé, la porte étroite sera co-signée par des associations du CAU. Donc une porte étroite va être déposée ce soir au Conseil constitutionnel contre la loi Kasbarian, en revenant en détail sur un certain nombre d'articles avec des éléments qui sont jugés inconstitutionnels et en donnant tout le fond en fait de cette loi et de pourquoi elle est totalement inenvisageable en l'état et qu'elle ne ferait qu'aggraver les problématiques auxquelles on fait face. Donc voilà, ça accompagne également une saisine par les députés et par les parlementaires.
Merci à tous les intervenants et intervenantes. Je propose qu'on passe aux questions. Je vois qu'il y en avait déjà dans le chat. Je ne sais pas comment, peut-être Charlotte, comment fonctionnent les prises de parole, mais on peut peut-être donner la parole aux personnes qui ont posé les questions dans le chat. Je pense notamment à Élodie Rétière qui posait des questions. Sinon, on peut peut-être, Maïder, prendre effectivement, je ne sais pas si Élodie Reiter peut, sinon on peut lire les questions et puis y répondre. Ouais. Ok, alors moi j'ai eu un problème de chat qui s'est remis à jour, donc j'ai pas l'historique de toutes les questions. Moi, je les ai. Ouais. Donc, sauf si encore une fois, Madame Ratière veut s'exprimer, mais sinon, sa question était combien de crédits supplémentaires demandez-vous en PLFR pour disposer de combien de places d'hébergement? À l'échelle nationale, confirmez-vous qu'environ 203 000 places d'hébergement sont actuellement ouvertes et que les 2 milliards de crédits ouverts sur le programme 77 permettront d'en conserver que 200 000 d'ici la fin de l'année? Et il y avait donc la question sur le recours. Donc, tu as répondu sur la question sur le recours. Peut-être, moi, je veux bien répondre sur cette question-là concernant le budget et le nombre de places, simplement pour redire qu'aujourd'hui, on est plutôt à 205 000 places qui sont soutenues. Donc, bien sûr, qui aussi, puisqu'on est en train d'entamer la baisse des places, ces 205 000 places ne correspondent pas au nombre de places qui était prévu effectivement dans le budget de 2023, puisqu'en 2022, la mobilisation qu'il y avait eu sur les enfants à la rue avait abouti donc effectivement à la mesure du ministre qu'a rappelé Anthony, qui était plus d'enfants à la rue. Et donc, il y a eu une mesure de plan, quand même beaucoup aussi liée au plan grand froid, qui a eu comme effet d'avoir donc des places supplémentaires. Donc, pendant les discussions sur le budget 2023, il y avait la menace il y avait 200 000 places et de réduire de 14 000 places. Suite à la mobilisation, on a obtenu une rallonge qui a permis non pas de réduire de 14 000 places, mais de 5 000 places, puisqu'on est à 195 000 places. Donc aujourd'hui, en fait, ces mesures de réduction, c'est pour diminuer le nombre de places existantes, pour revenir sur l'année à une photographie qui permette de tenir les 195 000 places. Ça veut donc dire qu'il y a une baisse d'un peu plus donc, de 6 000 places parce que entre-temps, sur les SAS régionaux, il y a eu 3 600 places qui ont été obtenues. Donc, si on fait les calculs précis, ça fait 198 600 moins les 205, ça fait 6 400 places. Mais ces 6 400 places qu'on doit diminuer, elles doivent aussi prendre en compte l'impact des 6 premiers mois, où il y a eu 205 000 places. Donc, en tout, en gros, il y a à peu près 10 000 places qui doivent être réduites sur les 6 prochains mois pour arriver à tenir l'engagement des 195 000 places s'il n'y a pas de budget complémentaire. Donc, non, dans les deux, ça ne tiendra pas. C'est-à-dire que là, il faut effectivement des demandes supplémentaires qui correspondent à peu près effectivement à 10 000 places pour permettre d'avoir ces 205 qui restent maintenus. Et nous, on avait évalué pour les SAS, on avait à peu près évalué entre 6 et 10 000 places supplémentaires sur les SAS pour que ce dispositif trouve son installation. Je pense que Nathalie, tu avais répondu partiellement dans le chat. Il y avait aussi une question sur revenir sur les consignes que les préfets donnent. Est-ce qu'on peut redire un peu à l'oral, notamment sur aussi les consignes sur les femmes sorties des centres et les autres? Je veux bien que tu reviennes là-dessus. Oui, donc en fait, dans les consignes, comme les préfets ont la consigne même de diminuer les engagements financiers et de réduire le nombre de places hôtelières, eh bien, ils doivent mettre en place cette trajectoire. Et donc, cette trajectoire, ça veut dire effectivement fermer des places. Donc, on a soit des fins de prise en charge à l'hôtel, donc en sortie sèche, soit effectivement ce qu'on disait, c'est-à-dire
vous allez prendre 15 jours telle famille ou telle personne, et puis ensuite, vous pourrez reprendre une personne qui est plus vulnérable parce qu'elle était à la rue. Donc, on retombe dans ce que disait Bruno Morel, c'est-à-dire des prises en charge en fait qui sont interrompues et qui du coup remettent des critères de vulnérabilité. Ceux qui sont à la rue reviennent une semaine, ceux qui repartent, etc. Et effectivement, les consignes des personnes isolées qui sont non prioritaires par rapport aux familles, même si on voit qu'on a encore 1788 enfants qui n'ont pas de place le soir quand ils appellent le 115. Et sur le département de la Haute-Garonne et de l'Essonne, des consignes, effectivement, des préfets de dire que pour les personnes victimes de violences, si elles n'ont pas déposé plainte dans 15 jours, la prise en charge s'arrête, ou même des personnes qui sont prises en charge mais qui n'ont pas d'autres solutions puisqu'on ne leur propose pas de logement ou pas d'autres solutions dans les CHRS, de dire comme ça fait un moment qu'elles sont à l'hôtel, il faut qu'elles partent, mais sans aucune solution. Donc c'est vrai que tous ces éléments-là font que c'est très inquiétant. Et c'est complètement paradoxal parce que la question des femmes victimes de violences, ça a été rappelé, c'est un plan prioritaire normalement de politique publique. Donc on voit là qu'on est vraiment dans des conflits de politique publique et comme on a dit, dans des conflits de précarité. Bruno Morel, oui, simplement pour compléter, effectivement, ce que dit Nathalie impacte les femmes, mais impacter notamment aussi les enfants et des bébés en très faible âge. C'est-à-dire qu'on a vu des consignes qui étaient bon, vous prenez un bébé de moins de 6 mois, mais celui qui est plus de 6 mois, vous ne le prenez pas en charge. Y compris, ça a été un argument de défense de l'État dans certaines instances où il s'est fait attaquer pour ne pas avoir hébergé des personnes, en disant il y a plus prioritaire qu'un enfant de 6 mois à la rue. Et juste dans la continuité de ce que dit Bruno, nous, on a vraiment une alerte aussi sur les associations d'aide alimentaire qui disent qu'elles ont des grosses problématiques sur le lait infantile, etc., parce qu'elles n'ont jamais eu autant de sollicitations du côté des enfants en bas âge. Donc, encore une fois, quand on a la conjonction des indicateurs, c'est vrai que cette question, comme le disait Bruno, des enfants à la rue devient presque intégrée que des enfants et même des enfants en bas âge sont aujourd'hui sans solution d'hébergement. Et peut-être qu'il y avait une autre question dans le chat qui disait pourquoi on ne suit pas l'instruction qui avait été l'arbitrage qui avait obtenu Emmanuel Vargon ou l'instruction de 2021 où on arrêtait la gestion au thermomètre. Oui, c'est vraiment une question d'engagement politique et d'engagement financier. C'est-à-dire que nous-mêmes, on reconnaît que le nombre de places est à un niveau important. Nous-mêmes, on aimerait qu'une chose, c'est que ce nombre de places baisse, parce que ça prouve encore une fois qu'on a une fluidité dans l'accès au logement, parce qu'on soutient totalement le plan logement d'abord et l'accès au logement. Ça veut dire qu'on a des réponses adéquates pour les publics, mais force est de constater que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc l'aspect mécanique de dire parce qu'on a un plan logement d'abord, on va tout de suite en même temps diminuer le logement, c'est vraiment tout ce qu'on porte depuis des années. Il y a eu un investissement hyper important avec la DIAL des associations pour construire la stratégie pluriannuelle de la rue au logement. Et en fait, tout cet investissement, il n'est pas du tout pris en compte. Il est aujourd'hui à l'eau, le temps qu'on a passé, toutes les propositions qu'on a faites ne sont pas retenues politiquement et financièrement. Merci. Il y a des questions complémentaires. Je réponds sur quelqu'un demandait l'accès à la porte étroite déposée au Conseil constitutionnel sur la loi Kasbarian. Je vous envoie dans le chat le mail de la personne à qui vous pouvez écrire pour qu'elle vous envoie la porte étroite qui sera déposée ce soir. Question de Sophie Alaris sur quelle proportion de personnes déboutées a droit incomplet dans les fins de prise en charge. Je ne sais pas si quelqu'un a des éléments là-dessus. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que bien sûr qu'il y a des personnes déboutées, on peut pas, mais ce que montre aussi la mise en place des SAS régionaux, et notamment donc du coup des personnes qui sont dans les campements, c'est que dans les campements à Paris ou dans les accueils de jour, mais quand même majoritairement dans les orientations qui sont faites, c'est demandeurs d'asile dont la moitié sont sans conditions matérielles d'accueil, des réfugiés,
Et finalement, la proportion sur les personnes qui sont déboutées est moins importante. Alors peut-être parce qu'il y a un effet aussi, entre guillemets, de biais vis-à-vis de ce dispositif. Mais bien sûr qu'il y a des situations de déboutés, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de situations de réfugiés, de demandeurs d'asile ou de personnes qui sont en expulsion locative ou de personnes qui sont mal logées ou qui sont en absence d'hébergement. Donc on a tout un panel. On ne peut pas dire aujourd'hui le pourcentage de personnes qui sont représentées, mais il faut le fait qu'on retrouve autant, par exemple, de réfugiés dans le nouveau dispositif SAS montre tout l'investissement qu'on doit faire sur la politique, notamment d'intégration des réfugiés, mais aussi d'accès au logement. C'est-à-dire que c'est un des révélateurs aussi de la difficulté, même en ayant obtenu son statut, d'accéder à un logement. Merci, merci Nathalie et Bruno. Je regarde s'il y a des questions en plus. Il y a une question sur les travailleurs sociaux au contact de ces publics qui vivent comment ils vivent les situations qu'on décrit. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre, mais j'imagine très mal. On avait les personnes du SAMU social qui ont contribué. On va envoyer un dossier de presse là, que vous allez recevoir à la fin et qui sont évidemment très inquiets de toutes les situations dont on parle ici, parce qu'ils les ressentent sur le terrain. Nathalie, peut-être que tu veux compléter. Oui, mais c'est ce qu'on partageait et qu'on disait tous les uns et les autres, et que Bruno Morel redisait aussi, c'est-à-dire que on a quelque chose qui est extrêmement difficile sur la perte de sang, sur la difficulté. Il faut voir que les travailleurs sociaux, ils sont en première ligne. Ils sont en première ligne face à ces besoins qui augmentent, ils sont en première ligne face à ces précarités, et ils sont dans une gestion qui est une gestion de tri, qui est une gestion de sélection, qui est une gestion d'arrêt de continuité d'accompagnement social, et par rapport à des populations qui forcément vont pas bien, parce que quand vous êtes dans des ruptures de prise en charge, donc toute l'attractivité, tout l'impact qu'on a eu sur l'attractivité des métiers pendant le Covid, qui a été quelque part, ou post-Covid, qui a été le fait de rendre visible la difficulté, on est inquiet, parce qu'on a encore des problématiques de recrutement, on a encore vraiment des problématiques de maintien d'équipe. Et là, voilà, il y a des travailleurs sociaux qui disent, mais je ne vois pas quel est le sens de mon travail, en fait. Merci. Ouais, il y avait une autre question sur le coût. Ah oui, c'est vrai que je l'avais vu celle-là aussi. C'était une question de Élodie Reitière aussi, sur le coût des 10 000 places d'hébergement en plus. J'ai pas l'historique, je pense qu'elle avait été posée avant la question. Ah oui. Si, okay. Quel budget représente 10 000 places d'hébergement en plus dans le PLFR ? Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que l'année dernière, pour maintenir à peu près, pour être à 195, il y avait eu 40 millions de plus qui avaient été accordés. Voilà, donc grosso modo, on sait que si on voudrait maintenir ce budget-là, c'est dans ces fourchettes et un peu plus pour s'assurer, encore une fois, du maintien des places existantes. Mais je tiens à redire qu'on est face à un principe de réalité, et que s'il y a eu pendant 6 mois 205 000 places, c'est qu'il y avait une pression de besoins énorme, et que même si aujourd'hui on pourrait se dire « Ah, mais ça va, on n'est pas dans le plan grand froid », je redis que pour les publics et pour les associations qui accompagnent, qui sont extrêmement fragilisées, parce que 6 à 8% de budget en moins, alors qu'on a documenté au mois de mars, vous me le rappelez Bruno, on a fait une enquête au sein du réseau de la FAS auprès de plus de 200 associations qui ont montré qu'elles avaient un déficit structurel lié à l'impact de l'inflation de 6%. Donc, tous ces éléments mis bout à bout sont effectivement très inquiétants, parce que les associations, c'est quand même le premier rempart. Et donc, si on n'a plus de places d'hôtel, si on a des gels de places d'hébergement d'urgence et qu'on a une diminution des budgets, on est quand même face à quelque chose qui va être très, très compliqué, pour pas dire plus, pour tout le monde. Si je puis me permettre, et se rajoute l'impact des fluides. On a eu plein d'associations qui nous ont dit que leurs dépenses réelles
avait été multiplié par 2 en une année, compte tenu de l'augmentation notamment des coûts de l'énergie. Merci. S'il n'y a pas de questions de journalistes en plus, on peut peut-être s'arrêter là. Comme je le disais, un dossier de presse vous a été normalement envoyé, voilà, qui détaille l'ensemble de ce qu'on s'est dit ici. Merci d'être venu. Voilà, je ne sais pas s'il y a un mot de la fin d'un des intervenants. Pour la porte étroite, pardon, je vous remets le mail, je l'ai mis plus haut. Hop. C'est celui-ci. Merci d'avoir assisté à cette conférence de presse. Elle était captée en live, donc elle sera publiée sur le site du collectif des associations unies. Vous pourrez la revisionner. Manuel, je te laisse la parole. Non, c'est juste pour dire qu'on se reverra sans doute tous à la rentrée scolaire, parce qu'on va évidemment, vu le contexte, relancer une mobilisation avec le collectif Jamais sans toi à Lyon, le réseau d'aide aux élèves sans abri, qui, vous le savez, occupe souvent des écoles pour les élèves sans abri. Avec la FCPE, avec les syndicats d'enseignants, des directeurs d'établissement. Et donc, comme l'an dernier, à la rentrée ou juste avant la rentrée des classes, on fera une conférence de presse sur le sujet qui fera aussi le bilan de l'été du point de vue du sans-abrisme. Avec là, au vu de la situation, des enfants qui risquent d'être hébergés dans les écoles pendant tout l'été. Donc, voilà. Merci à toutes et à tous encore. Merci aux intervenants et aux journalistes et aux membres du CEU d'avoir assisté à cette conférence de presse. Et à très bientôt. Merci Maïder. Merci Maïder. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Oh. Merci, au revoir.